Bonjour à tous, bienvenue au podcast Passion Psy. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu une professionnelle du domaine de la sexologie. Donc, on a jugé super pertinent de recevoir une sexologue au podcast puisqu'on sait qu'il y a plusieurs étudiants du baccalauréat en psychologie qui sont également intéressés par le domaine de la sexologie puis qui vont peut-être décider de continuer leurs études soit au baccalauréat ou à la maîtrise de ce domaine. Donc, l'invitée d'aujourd'hui est Marie-Ève Ross, dans le fond, qui est chargée de cours ici à l'UQAM. Elle est également superviseure clinique, sexologue et psychothérapeute. Oui, donc on a débuté l'épisode en abordant un petit peu son parcours académique universitaire, puis on a discuté de ses occupations professionnelles, puis on a également abordé les différentes opportunités qui s'offrent après le baccalauréat et la maîtrise dans le domaine de la sexologie. Oui, et puis bien évidemment, on a parlé en quoi ça consiste exactement d'être professionnel dans le domaine de la sexologie. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire et on vous souhaite un bon épisode. Bonjour Marie-Ève, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On est vraiment contente de vous recevoir au podcast Passion Psy pour un épisode. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, c'est vraiment super apprécié. Puis on aimerait ça commencer en abordant directement votre parcours universitaire. Donc, qu'est-ce que vous avez fait un peu? Avez-vous fait un baccalauréat, puis tout de suite après la maîtrise? Donc, si vous vous sentez à l'aise de nous en parler un petit peu. Moi, j'ai fait mon baccalauréat en sexologie et dès le premier cours, j'ai eu une révélation. C'était le cours sur, dans ce temps-là, ça s'appelait Variation de l'érotisme. Okay. Donc, c'est tout ce qu'on appelle maintenant les paraphilies, là, ce qui est noté dans le DSM. Okay. Et je me suis dit, OK, je vais rester en sexo. Je n'étais pas sûre. Fait que j'ai fait un bac en sexo et après ça, je suis allée faire une mineure. Maintenant, ça s'appelle un certificat en santé mentale parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu dans la formation de notions en santé mentale. Il y a un cours en psychopatho encore, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Fait que je suis allée faire ça. Je suis revenue faire une maîtrise en recherche en sexo, mais je trouvais qu'il me manquait tout le côté, justement, empirique, les histoires et l'histoire de vie et tout ça, mais avec la personne en face à face. Fait que je suis allée faire ma maîtrise clinique par la suite en sexologie. Super. Génial. Puis est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus, dans le fond, de votre sujet de recherche à la maîtrise, puis peut-être nous donner aussi des idées, des thèmes qui peuvent être abordés dans le cadre d'une maîtrise pour ceux potentiellement intéressés? Bien, la sexologie, c'est très vaste. Hein? Quand on parle de ça, les gens sont un peu surpris de « Ah oui, OK, c'est pas juste la génitalité. » Non. Ma maîtrise en recherche, je suis pas allée jusqu'à la rédaction du mémoire, mais le thème que j'étudiais, c'était les chambres d'intimité dans les hôpitaux psychiatriques, les instituts de santé mentale, ceux qui restent là donc, est-ce que c'est possible de mettre en place une chambre d'intimité? Et c'était tout le caractère éthique derrière ça, est-ce que le consentement est vraiment valide et tout. Fait que je suis plongée là-dedans et finalement, je suis allée en clinique. Et en clinique, j'ai fait mon stage, parce que nous, on a un stage d'1 an en maîtrise, c'est 8 mois, en fait. Et c'était à l'Hôpital général de Montréal, où est-ce qu'il y avait, dans ce temps-là, parce que ça fait quelques années, c'est dans les années début 2000, c'était le seul hôpital où est-ce qu'il y avait un programme de réassignation sexuelle. Chirurgie correctrice de genre, bon, il y a eu plein de façons. Et puis, il y avait un protocole très strict à ce moment-là qui... heureusement, a changé. Mais il y avait beaucoup de stagiaires, donc moi, j'ai fait mon stage là, auprès des personnes qui demandaient une correction, réassignation sexuelle, finalement, là, que leur sexe corresponde à ce qu'ils sentaient là, au niveau du genre. Super. Puis comment vous êtes venu à découvrir un peu ce sujet-là pour les étudiants, par exemple, qui ont plein d'intérêts et qui ne savent pas vers quoi se diriger? Le sujet au niveau du genre? Oui, bien en fait, le sujet sur lequel portent vos recherches, ce que vous avez étudié. À ce moment-là, c'était une fascination par rapport à ça. Puis c'était assez jeune aussi à ce moment-là comme sujet. Il y avait beaucoup la psychanalyse qui s'était penchée là-dessus, qui avait des idées assez particulières, mais de leur temps. Et puis, ma superviseure, j'avais une superviseure plus en psychodyne, puis un superviseur en TCC. Elle était spécialisée auprès de cette clientèle-là. Fait que c'est à ce moment-là, donc je faisais de la thérapie individuelle et de groupe. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai creusé un peu ce sujet-là là, pendant 10-15 ans. Là. Wow!
Parfait. Puis, en fait, vous êtes chargé de cours ici à l'UQAM. Donc, Ouais. on se demandait si vous pouviez nous parler un petit peu plus de votre rôle en tant que chargé de cours. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Bien, ça fait 15 ans que j'ai la chance vraiment Hey! d'être chargée de cours. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Ah, là, wow! ouais. Ah, wow! Et c'est au bac en sexologie, donc tous les cours cliniques. Il y a une série là, de cours cliniques que les gens doivent faire comme relation d'aide 1. Fait que c'est toute l'intro, mais il y a de la pratique aussi. C'est sous forme d'atelier. Puis là, on va pratiquer toutes les techniques, par exemple le reflet, OK. reformulation, Mhm. confrontation empathique et tout ça. Ça, c'est le premier cours. Le deuxième cours, c'est un cours d'évaluation du développement et du comportement sexuel parce que les sexologues ont un acte réservé qui Mhm. s'appelle l'évaluation du développement et du comportement sexuel auprès d'une personne qui a un diagnostic de santé mentale. OK. Fait qu'il y a un cours de 45 heures Oh, wow. sur l'évaluation. Et ça aussi, là, il y a des ateliers pour voir tu sais, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde comme sphère aussi. Tu sais, c'est pas juste une évaluation simple des besoins, c'est vraiment, il faut aller voir comment cette personne-là est allée chercher son info sur la sexualité, comment se sont développées ses relations affectives et tout ça. Fait que c'est assez spécifique. Fait qu'il y a ce cours-là. Ensuite, le cours avancé en relation d'aide. C'est comme un peu un pré-stage, je pourrais dire, parce que, puis vous en avez peut-être entendu parler, là, c'est, dans ce cours-là, les étudiants doivent suivre une vraie OK. personne, Mhm. pendant 4 rencontres, et c'est des étudiants à l'UQAM, là, c'est pour une question d'assurance. Fait que vous allez voir, ça va sortir probablement en janvier. Souvent, on fait un appel des personnes qui veulent participer au projet. Et là, c'est vraiment avancé. Fait qu'au-delà, oui, les techniques et comment faire une éval et tout ça, mais là, on est vraiment on va aller évaluer la compréhension de l'étudiant de ce que la personne apporte comme difficulté affective. Ça peut être des difficultés au niveau de l'image corporelle, Mhm. anxiété sexuelle, des choses comme Donc, ça. c'est une expérience vraiment concrète Très pour les concrète, étudiants. C'est ouais. super C'est intéressant. très stressant pour elles, pour eux. Mais au début, ils sortent, c'est comme des petits bourgeons. Puis à la fin, c'est des fleurs qui ont, Ouais, ils ont j'imagine, aidé ils ont appris. quelqu'un, puis c'est concret, puis ils ont Wow. vu des résultats, pas juste Mhm. des résultats concrets, mais tu sais, ah oui, la personne, Ouais. ça lui a fait du bien, elle me l'a dit, Oui. tout ça. C'est mon cours préféré. Ça Ouais. part là-dessus. Et je supervise à la maîtrise aussi là, les étudiants qui font leur stage à la maîtrise. Et j'enseigne le cours d'éthique aussi, éthique et déontologie au bac. Super. Puis en fait, vous Wow. êtes aussi sexologue. Oui. Donc, pour ça, un peu moins familier avec ce domaine-là, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la profession de sexologue? Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, sexologue, là, ce qu'on entend par sexologue, c'est toutes les personnes qui ont un bac en sexologie. OK. Fait que moi, je suis sexologue et psychothérapeute. OK. Fait que ça, je pourrais vous en reparler, mais oui. sexologue, là, c'est une profession on peut faire de l'éducation à la sexualité, ça peut être auprès des groupes, on voit beaucoup de sexologues dans les écoles, dans les CLSC, dans par exemple, les cliniques de santé sexuelle, ITSS, avortement et tout ça. Donc, c'est tout le côté santé publique un peu. OK. Et il y a un volet aussi, le plus intervention, OK. donc plus clinique. Et là, on est vraiment dans de la relation d'aide de soutien. Mhm. Et puis, ça peut être ça aussi, là, comme milieu communautaire, milieu institutionnel. De plus en plus, là, on commence à avoir des sexologues au service aux étudiants et tout ça, dans les universités, dans les cégeps. Puis là, cette personne-là peut faire à la fois de l'éducation à la sexualité, comme kiosque, des choses comme ça, et du soutien sexologique à ce moment-là, plus individuel auprès des étudiants. Fait que ça, c'est vraiment au niveau du bac. Et c'est sûr que j'en oublie, là. Ben oui. Il y en a qui travaillent dans les prisons, il y en a qui OK. travaillent... Il y a beaucoup d'opportunités. Oui, il y a beaucoup d'opportunités parce que ce bac-là, et c'est un bac multi. Tu sais, les étudiants vont avoir des cours justement sur la variation des érotismes, sur tout ce qui est l'expression des genres, mais tu sais, 45 heures là-dessus, le fait qu'il fouille, puis c'est vraiment en profondeur, à la là. fine pointe et tout ça de ce qui se fait. Il y a des cours sur justement des ateliers, des choses comme ça, ITSS, contraception, donc... il y a vraiment, c'est très, très, très... Les dysfonctions, bien sûr. Les dysfonctions sexuelles, psychopatho. Fait que c'est ultra diversifié. Fait que c'est pour ça que c'est sur le marché du travail, les gens aiment bien ça, voir arriver les sexologues, parce que
tu sais, sont assez multi là, Ben dans ce qu'ils peuvent faire. Fait que ça, c'est au niveau du bac. Et ce qui est intéressant au niveau de la formation, c'est qu'à la fin de la 3e année, ils ont un bac aussi, ils ont un stage aussi de 8 mois qu'ils vont faire. Le premier 4 mois, la première session, c'est de l'observation. Ils vont dans un milieu, mais ça va être le même milieu jusqu'en avril. Ils vont dans un milieu, ils observent, ils sont jumelés à une personne, pas nécessairement toujours une sexologue, parce qu'il y en a, mais pas tant que ça, les sexologues, jumelés. Et dans l'autre partie de la session, là, ils ont à faire des ateliers, ils ont à suivre des personnes, faire des évals et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une force là, dans le bac. Là. Définitivement. Ouais. Ce que je comprends, c'est que contrairement, par exemple, en psychologie, que c'est vraiment un bac très théorique, là, avec pratiquement pas d'application, c'est vraiment le bac en sexologie, il y a beaucoup, quand même un grand segment clinique. Là, plus, là, je te parle à travers mon chapeau, là, mais j'ai l'impression, là, en termes de pourcentage, on doit être à 40% pratique. OK. Et il y a tout le temps... il y a vraiment tout le temps un souci de l'application. Puis c'est ça aussi, quand je vois arriver les étudiants en psycho, c'est un peu stressant. C'est comme les stagiaires, justement, qui ont jamais été en contact avec la clientèle. Le step est haut. Là. Puis, en fait, savez-vous si le baccalauréat est très contingenté? Oui. Oui, très contingenté. Okay. Mais là, peut-être qu'il va l'être moins parce que, puis c'est pas un scoop, là, l'Université Laval ouvre un bac en septembre. Là. Ils ont leur première cohorte de 60. C'est pas beaucoup quand même, mais de ce que j'ai entendu à travers les branches, ce qui est intéressant dans ce bac-là, ça va être un peu fait comme en... Bien, c'est sous la faculté de médecine, là, puis un peu fait comme en médecine par projet. Okay. Donc, très aussi axé sur la pratique, la compréhension, l'application et tout ça. Super intéressant. Mais j'ai oublié ta question. Ah, ben en fait, c'est vous avez répondu. Parce que là, je te parle de Laval, mais... Non, c'était pour savoir si c'était contingenté, donc... Oui, bien, c'est ça. À l'UQAM, c'est sûr que c'est très contingenté, de plus en plus. Ce qui est intéressant d'un point de vue de l'enseignante, c'est intéressant dans le sens que c'est sûr que plus c'est contingenté, plus c'est des personnes qui performent. Qui sont motivées. Sauf que c'est pas nécessairement les A+, qui vont faire les meilleurs intervenantes. Fait que c'est vraiment tout le temps un questionnement. Puis je pense que tout le monde voudrait faire des entrevues d'entrée, mais c'est impossible. Fait que oui, c'est assez contingenté. Moins que le doctorat en psycho. Là, mais quand même. Oui. Puis, dans le fond, fait que juste pour être certaine, qu'est-ce que vous avez dit? Donc, contrairement en psychologie, où est-ce qu'il faut absolument aller chercher des études au cycle supérieur pour travailler, dans le fond, dès qu'on a un baccalauréat en sexologie, on peut entrer sur le marché du travail, c'est ça? Et on a accès à l'ordre. Il y a ça aussi qui est intéressant. Ça nous donne accès à l'ordre. Donc, c'est un titre qui est reconnu professionnellement. Ça vient avec des obligations aussi d'être dans un ordre, mais nos clients, clientes, les gens qui nous engagent sont protégés par l'ordre. Fait que c'est ça qui est très intéressant aussi là, avec ce bac-là. Oui, définitivement. Oui, super. Puis on a passé brièvement tantôt, en fait, on aimerait savoir un peu démystifier la différence entre sexologue et psychothérapeute. Oui. Donc, sexologue, c'est un peu ce que je vous ai dit. Et psychothérapeute, là, en fait, la maîtrise en sexologie clinique qui dure 2 ans est calquée sur les demandes du permis de psychothérapie. OK. Donc, il y a la première année, c'est une année théorique sur les 4 grandes approches, un cours d'évaluation. On n'a pas le droit de diagnostiquer, je ne sais pas si vous êtes au courant de toute cette polémique-là, du diagnostic au niveau des psys, des médecins, des sexologues, mais on a le droit d'évaluer les troubles sexuels. Les psychologues ont le droit d'évaluer les troubles mentaux. Nous, c'est les troubles sexuels. Donc, c'est cette petite portion-là. Donc, et au bout du compte, on va ressortir avec un permis de psychothérapie. Donc, on va avoir le droit de offrir des traitements pour notamment les troubles sexuels. Fait que c'est ça la grande différence. C'est vraiment au niveau des actes réservés. Les sexologues qui ont un bac, même s'ils font partie de l'ordre, ne pourront pas faire l'évaluation du trouble sexuel et traiter à ce moment-là. Fait que c'est ça la grande différence. Parfait. Donc, puis juste pour être certaine, ça, c'est seulement réservé pour les étudiants qui décident de faire la maîtrise clinique. Donc, si on va dans la maîtrise recherche, à ce moment-là, c'est... On n'a pas accès au permis. OK. Parfait.
Génial. Puis je me demandais aussi, dans la maîtrise clinique, est-ce qu'il y a aussi une portion recherche? Est-ce qu'il faut, par exemple, faire un mémoire de maîtrise quand même? Ou, dans le fond, c'est ça, est-ce qu'il y a de la recherche ou c'est seulement axé sur la clinique? C'est une bonne question. Jadis, quand moi, j'ai fait ma maîtrise, je devais faire c'était pas un mémoire, ça s'appelait un rapport. OK. Mais maintenant, non. Ils font un rapport de stage, mais c'est assez sommaire. Là. OK. C'est ce qui est vraiment axé sur la production de rapports d'évaluation, rapports de fin. Ils ont la possibilité de suivre des clients pendant 30 ou 35 rencontres étalées. Ils doivent avoir 6 clients par approche. Mais entendez, ceux qui prennent l'approche systémique, ça veut dire 12. C'est 6 couples. Okay. Donc, c'est très exigeant comme stage. Là, vraiment très exigeant. Fait que non, il n'y a pas une portion recherche. Portion recherche, c'est vraiment détaché. Il faut aller maîtrise en recherche, puis c'est scindé. Là. Il y a pas de... Ça ne donne pas le permis. Super. Puis, en fait, on en a parlé tout à l'heure, mais si on peut y revenir, dans le fond, les différentes spécialités ou sous-domaines au sein de la sexologie. Donc, par exemple, vos expériences à vous, plus cliniques. Donc, c'est ma question. Des clientèles, ouais, parce qu'il y a peut-être vraiment portion éducation à la sexualité. Oui, là, c'est ça. Mais au niveau clinique et tout ça, moi, la clientèle, c'est ça, au départ, là, c'était des personnes vraiment qui étaient en discordance avec le sexe assigné à la naissance. Et peu à peu, en fait, je me suis spécialisée au niveau du trauma, de la victimologie. Et là, c'est vraiment, tu sais, à partir, ça fait... Puis quand vous dites que vous êtes spécialisé, est-ce que ça demande des cours de plus? Est-ce que ça demande une formation supplémentaire? Ou on peut, par exemple, quelqu'un qui voudrait changer de branche un peu, changer de clientèle, est-ce que ça se fait? Comment ça se fait, en fait? Vous voulez dire après la formation? Oui, c'est ça, une fois que la formation est terminée. Bien, ça, c'est vraiment, ça vient chercher le côté éthique et déonto. Là, c'est vraiment, on va aller faire de la formation continue. On est obligé par l'ordre aussi, heureusement, de faire de la formation continue. Fait que là, c'est d'aller faire toujours la formation continue pour aller se spécialiser le plus possible dans, par exemple, auprès de la clientèle ou auprès de ce sujet-là. Puis aussi, des fois, l'approche embarque. Tout dépendant de l'approche. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi les expériences de travail. Moi, j'ai travaillé au CAVAC. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et ça, c'était vraiment là, un espace qui m'a vraiment nourrie par rapport à ça. Et puis, en recherche, j'ai fait de la recherche tout ça en santé mentale. Puis, malheureusement, le trauma est jamais vraiment loin des expériences en santé mentale et des troubles sévères et persistants. Fait que c'est ça qui a fait là, que moi, je suis arrivée là puis je suis allée me spécialiser. Mais c'est vraiment formation continue, supervision, intervision avec des gens qui ont cet intérêt-là aussi. Donc, il y a vraiment des possibilités infinies de... Oui. Super. Parfait. Puis pour revenir un petit peu aux différentes clientèles avec lesquelles on peut travailler, donc, quelles sont les différentes spécialités? Par exemple, parce qu'il y en a qui sont spécialisés en adolescence, d'autres en couple, d'autres avec des adultes plus âgés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes clientèles avec qui c'est possible de travailler? Bien, je vous dirais, c'est dur de répondre parce que tout est possible. Là, puis, tu sais, je peux vous parler de mon entourage professionnel, tu sais. Moi, j'ai un collègue qui, lui, travaille à l'Institut de santé mentale de Québec. Donc, depuis qu'il a fini sa maîtrise, travaille avec les personnes agresseurs d'enfants. Puis lui se spécialise avec les personnes agresseurs d'enfants qui nient. Donc, qui ont été judiciarisés, mais qui ne reconnaissent pas. Fait que c'est très précis. Oui, c'est très précis. Il va faire des évals en évaluation du risque de récidive. Ça, c'est très pointu. Et puis, cet institut-là aussi engage presque juste sexologues ou psychologues spécialisés, un peu comme Pinel. Donc, il y a ça qu'on va voir. J'ai une autre collègue, elle fait de l'approche systémique, donc thérapie de couple. Qu'avec des couples. Une autre qui se spécialise avec les nouveaux parents. Donc, elle fait à la fois de l'éducation à la sexualité, conférences, formations auprès d'intervenants et elle accompagne aussi des nouveaux parents, un peu petite crise existentielle, nouveaux choix de vie et tout ça. Mon Dieu, j'en ai une autre qui travaille avec les enfants. Elle va travailler avec les enfants, pas nécessairement enfants qui ont vécu des traumas, mais enfants soit avec comportement sexuel problématique qu'on appelle, ou enfants qui se questionnent par rapport à la sexualité ou au niveau affectif, troubles d'attachement et tout ça.
Donc, ça dépend vraiment du milieu de travail qu'on choisit. Puis mais c'est ça qui est beau aussi avec la sexologie, c'est que tout est possible. Puis, tu sais, vous allez voir au département, là, tous les sujets de recherche, là, il y a un collègue, lui, il travaille en itinérance. On n'aurait pas fait le lien nécessairement. Donc, mais il y a, tu sais, itinérance, prostitution, itinérance, donc la vulnérabilité. Fait qu'il y a plein de possibilités. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Super. Puis, en fait, savez-vous s'il y a des différences majeures entre le milieu public et le milieu privé en sexologie? Bien, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, milieu public, on entend, mettons, hôpitaux, CLSC. Il n'y a pas beaucoup... Hein, nous, ça fait pas si longtemps qu'on est reconnu. En fait, on a souvent été engagés comme agents de relations humaines, en RH ou tout ça. Fait que ça fait pas très longtemps là, que les sexologues, il y a vraiment, aux ressources humaines, un titre. Mais la différence, je vous dirais, c'est ce que j'entends aussi là, de la part des psychologues. C'est sûr que surcharge de travail, au niveau des conditions de travail, c'est là qu'on va voir une grande différence. Au public aussi, on voit beaucoup de diversité. Moi, quand je vois des stagiaires qui il y en a qui sont au CLSC et tout ça, là, c'est ça qui est le fun. On voit une diversité de clientèle, souvent des personnes peut-être un peu plus démunies, un peu plus vulnérables, un peu plus... fait qu'il y a ça, là. Là, on a vraiment accès à beaucoup de vulnérabilité, tandis qu'au privé, c'est comme un peu la deuxième ligne. Là, les personnes doivent avoir de l'argent. Mais en tant que psychothérapeute, les assurances remboursent, un peu comme en psychologie. Les sexologues, non. À moins qu'il y ait d'avoir des super assurances. Mais fait qu'il y a ça, fait que la clientèle qui va venir voir les sexologues bachelières, ont quand même un peu plus de moyens. Il y en a beaucoup qui travaillent. À moins que ça soit des personnes qui soient sous la loi IVAC. Là, c'est l'organisme gouvernemental IVAC qui va payer les rencontres. Donc là, le IVAC, ça... Indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est vraiment un programme. Si une personne a été victime au Québec, au Canada, elle peut avoir droit, le gouvernement va payer les prestations, on peut payer autre chose aussi. C'est intéressant. Super. Génial. Puis, on se demandait aussi, vous avez peut-être un peu répondu plus tôt, mais je me demandais, par exemple, pour justement les gens qui vont aller chercher des services au privé, par exemple, qu'est-ce qui peut amener une personne à consulter une sexologue ou une psychothérapeute ou un psychothérapeute spécialisé en sexologie? Donc, dans le fond, c'est ça pour ceux peut-être qui cherchent de l'aide. Dans le fond, quand est-ce qu'on peut être appelé à aller voir une sexologue? Bien, encore là, il y a beaucoup de... ça peut être beaucoup de choses, mais ce qu'on va retrouver souvent, c'est tout ce qui est problème relationnel au niveau affectif. Victime, ça, on en a parlé, là, mais ça peut être... Tu sais, il y en a aussi, leur attente, ça va être des trucs au niveau de la génitalité. Ça, ils sont assez déçus assez rapidement. Mais de plus en plus, tu sais, il y en a justement dans les médias, on entend de plus en plus parler un peu qu'est-ce que ça fait une sexologue, mais il y a de ça, donc... troubles relationnels, questionnement aussi sur comment je dois agir avec les autres, qu'est-ce qui fait que vouloir se comprendre au niveau de l'image corporelle, moi comme femme, comme homme, moi comme personne non-binaire. Tu sais, donc, vraiment des questionnements. Il y a plusieurs choses là, qui peuvent amener dans le bureau. Puis, est-ce que dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à collaborer aussi avec d'autres professionnels? Puis si oui, lesquels? Puis comment? Bien, oui. Mais encore là, ça dépend où est-ce qu'on travaille. C'est sûr que moi, j'ai à collaborer beaucoup avec des psychologues parce que dans le département, il y a beaucoup de psychologues. Mais sinon, tu sais, ça peut être que quand j'étais plus au niveau des hôpitaux, des psychiatres, travailleurs sociaux, beaucoup, là, vraiment. Ça, on voit ça souvent. Ceux qui vont être en clinique, des médecins, des infirmières. Fait que c'est assez varié là, comme collaboration. Puis moi, j'encourage ça beaucoup parce que, oui, c'est multi, la sexologie, mais il n'y a rien de mieux que
qu'une expérience ou un point de vue différent, justement, de « Ah, OK, toi, tu le vois comme ça, comme psychologue. Ah, intéressant. » Fait que c'est assez Donc, c'est on assez peut diversifié. retrouver cet aspect-là de travail d'équipe là, dans le domaine de la sexologie. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis même au niveau, tu sais, toutes les questions éthiques et tout ça, tu sais, on peut collaborer avec des avocats, tu sais, où il y en a qui vont dans les médias qui collaborent avec des avocats pour savoir j'ai-tu le droit d'aller là, j'ai-tu le droit de dire ça. Si je commente une télé-réalité, est-ce que mon titre est en jeu? Tu sais, des affaires comme ça, ben oui, on a collaboré aussi avec ce type de profession-là. Parfait. Puis sinon, on se demandait aussi, bien évidemment, là, on a compris que ça varie énormément de milieu en milieu. Mais pour ceux qui seraient intéressés, par exemple, à continuer dans le domaine de la sexologie, pouvez-vous nous parler, peut-être basé plus sur votre expérience, étant donné la grande variation, ça ressemble à quoi au quotidien? Donc, par exemple, une journée en tant que sexologue ou psychothérapeute, à quoi ça ressemble? Bien, je peux vous parler de quand je faisais de la psychothérapie, parce que j'en fais plus depuis 2020. Là, c'est une décision personnelle. Je trouvais que, tu sais, la psychothérapie, c'est sûr qu'on a chacun notre expérience et tout ça, mais on est très proche de la souffrance, des gens qui souffrent et tout ça. Oui, on les amène justement à trouver un espace de bien-être, de guérison, là, disons ça comme ça. Mais, donc, j'ai fait le choix de faire de la supervision à partir de 2020. Mais quand j'étais sexologue et psychothérapeute, moi, j'ai toujours varié. J'ai jamais fait 5 jours de psychothérapie par semaine. Donc, j'ai toujours varié. Fait que soit que je donnais de la formation, j'ai fait de la recherche aussi à l'hôpital Douglas. Donc, je gardais toujours 2-3 jours là, pour faire de la recherche. Puis ça, c'est possible parce qu'au niveau de la recherche, notamment, il y a beaucoup d'équipes qui aiment ça, des cliniciens, bon, qui sont peut-être un peu moins habiles au niveau de la recherche, mais tu sais, ce regard-là, notamment pour faire certains tests, les entrevues et tout ça. Fait que je faisais ça, je variais de la formation et de la psychothérapie. Puis en psychothérapie, là, je faisais peut-être 3 jours. Fait que c'est vraiment... Puis c'est la beauté aussi du travail autonome. Là, on fait notre horaire, on met les clients, les clientes selon ce qu'on décide et tout ça. C'est sûr qu'en tant que travailleur autonome, il faut être capable de financièrement, si les gens annulent et tout ça. Fait que, puis quand j'ai terminé ma carrière en psychothérapie, j'étais ici au Centre Saint-Pierre. Donc, il y a une équipe, il y avait une équipe de psychologues qui était là. Puis, tu sais, de plusieurs approches aussi, fait que c'était le fun. Il y avait des réunions d'équipe, on pouvait aller discuter. Fait que ça pouvait ressembler à ça. En psychothérapie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes de soir. Fait que, après le à prendre en considération. Ça va arriver, puis tout dépendant avec quelle clientèle. Une personne qui va travailler beaucoup avec les parents ou en thérapie de couple ou de troubles, c'est le soir, là. Tu sais, si elle veut... malgré que maintenant, il y a tellement de demandes que... fait que c'est ça. Sinon, avec les enfants, bien, ça peut être plus de jours en collaboration avec les écoles. Mais maintenant, mes journées ressemblent comme... C'est beaucoup de la construction de cours, de la collaboration avec les autres profs et tout ça. Et comme j'ai 3 stagiaires, bien, moi, j'ai rencontre environ d'1h45 à 2h par semaine. OK, quand même. Oui, j'en ai 3. Et donc, ça va être ça. J'ai une journée que je fais juste de la supervision de stagiaires, l'autre journée, j'enseigne, l'autre journée, je fais de la supervision de professionnels parce que je supervise aussi psychologues, travailleurs sociaux, sexologues dans la profession là, pour de la supervision, des questions éthiques ou en lien avec des cas cliniques. Fait que, puis des fois, je donne de la formation aussi sur la tenue de dossier, bizarrement. Puis, en fait, je me demandais, suite à une rencontre avec un patient, est-ce qu'il y a une portion un peu rapport à rédiger ou comment est-ce que ça fonctionne? Oui, bien, on est obligé de tenir un dossier, en fait. Et puis, ce dossier-là, donc, on va faire des notes des notes évolutives après chaque rencontre. Et ce dossier-là, nous, on est gardien du dossier là, légalement, mais le dossier appartient à la cliente, au client, à la cliente. Fait que, moi, ma job, quand j'écris ma note, c'est vraiment, je l'écris un peu pour le client. C'est pas une mémoire pour moi. Ça, moi, il faut que je me trouve d'autres trucs, mais sinon, je vais rendre compte de ce qui s'est passé. Par exemple, elles vont parler de ses troubles avec son conjoint. Puis,
pas dans les détails nécessairement, parce que c'est un document légal qui peut se retrouver à la cour pour X, Y raison, là, cas de crime, garde d'enfants et tout ça. Fait qu'il faut faire très, très, très attention pour pas causer préjudice à la personne avec ça. Mais après, pour répondre à ta question plus clairement, après chaque rencontre, on fait une note, c'est environ maximum une page, là, une note régulière. Mais sinon, on peut t'appeler à faire des rapports d'évaluation, des rapports de fin, des rapports d'évolution, mais ça, c'est pas systématique. Oui. OK, donc il n'y a pas des heures et des heures de rédaction ensuite un rendez-vous, paperasse. Bien, ça dépend encore là du milieu. Quand je parlais de mon collègue qui est à l'Institut, bien, c'est sûr que des fois, il y a des rapports à faire qui s'en vont à la cour, donc ça prend plus de temps. Mais tu sais, la sexologue, mettons, en bureau privé, là, elle va faire ses notes et tout ça. Puis ça aide aussi à la réflexion. Ben oui, je dirais de faire ça. Donc, c'est super. Donc, il faut tenir compte de plusieurs éléments quand on choisit vraiment son milieu de travail. Définitivement, oui. Ben, puis c'est à ça que servent les stages aussi. Hein, d'aller se confronter au fait de « OK, non, c'est trop pour moi » ou « Moi, je vais aller dans une clinique qui me verse un salaire. Je vais juste avoir mes obligations déonto. » C'est ça. Tandis qu'il y en a d'autres, non, moi, je veux ouvrir ma clinique. Il y en a qui ouvrent leur clinique et tout ça. Là, fait que... Génial. Puis sinon, moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé un petit peu plus tôt. Donc, vous avez dit que quand vous étiez psychothérapeute, vous faisiez aussi de la recherche en même temps. Puis je me demandais, parce que vous avez dit que vous avez aussi une maîtrise en recherche. Donc, est-ce que c'est un prérequis pour pouvoir faire de la recherche? Par exemple, quelqu'un qui aurait juste fait une maîtrise clinique, est-ce que ça serait également une possibilité ou pas nécessairement? Bien, ça dépend où est-ce qu'elle est, je pense, dans le processus de recherche. Je pense pour analyser tout ça, ça prendrait plus formation, recherche de ce que j'en comprends. Mais dans les équipes que j'ai été, je sais qu'ils trouvaient ça intéressant. Mais tu sais, j'ai eu 2 ans là, de formation en recherche. Dernièrement, j'ai participé à un projet de recherche, peut-être que vous avez entendu parler là, sur la réalité virtuelle et le traitement de l'anxiété sexuelle. D'ailleurs, ça serait une bonne personne, David Lafortune, à avoir dans votre podcast. Parfait. Et là, c'était plus parce que j'étais psychothérapeute que c'était intéressant que je participe à la recherche. C'était pas tant pour mes habiletés de recherche. Donc, ça dépend vraiment des milieux et du projet de recherche, ça dépend. j'imagine. Par exemple, un projet de recherche où est-ce que l'entrevue, par exemple, demande une certaine empathie, une certaine... Tu sais, là, peut-être qu'ils vont aller... L'exemple que je vous donne, là, c'était peut-être plus pour ça. Là, que les chercheurs n'ont pas d'empathie là-dessus. Non, mais je comprends. Je comprends le point derrière. Puis sinon, j'ai demandé aussi, pour ceux potentiellement intéressés à justement peut-être devenir chargé de cours à l'université ou faire de la supervision clinique comme vous faites en ce moment, à ce moment-là, parce que par exemple, je sais que pour être professeur à l'université, ça prend une formation en recherche, c'est le PhD, mais je me demandais pour justement niveau chargé de cours puis supervision clinique, à ce moment-là, est-ce que c'est mieux d'aller faire une maîtrise recherche ou une maîtrise clinique? Donc, quels sont les Donc, ça dépend chargé de cours pour quel cours. OK. C'est pas en bas de la maîtrise, ça, c'est sûr. Mais il y a certains cours plus théoriques, c'est vraiment, tu sais, il va falloir être spécialisé dans ce domaine-là. Donc, ça va peut-être être plus un doctorat qui va être... Mais sinon, pour les cours cliniques, mes collègues là, qui enseignent ont une maîtrise en sexologie clinique. Mes collègues qui supervisent à la maîtrise les stagiaires ont une maîtrise en sexologie clinique. Il y a aussi de la supervision de stage au bac. Là, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y a des personnes qui ont un bac qui supervisent aussi. C'est en autant aussi qu'on a de droit. Il faut que la personne ait le droit de faire les actes réservés. Mais sinon, là, une personne, par exemple, qui a un bac en psycho, qui voudrait aller faire sa maîtrise en sexologie clinique, elle pourrait là, être chargée de cours au département. Ah, c'est bon à savoir. Donc, la composante recherche n'est pas nécessaire pour travailler à l'université, nécessairement. C'est ça, mais à moins que c'est les cours de métaux, c'est sûr, moi, qui ne me demanderais jamais d'enseigner un cours de métaux, mais c'est possible, là, tout à fait. Génial. Oui, moi, j'avais une question un peu plus sur le rôle d'un clinicien. En fait, on sait que la sexualité, c'est quelque chose qui peut vraiment varier selon les croyances, soit selon la culture, tout ça. Puis je me demandais, en fait, comment on fait pour naviguer, par exemple, en tant que sexologue, toutes ces différentes réalités-là? Oui, bien, en fait, moi, je vois vraiment tout le temps l'autre comme une autre planète. OK. Fait que, tu
c'est de développer une certaine curiosité, une certaine empathie, curiosité bienveillante, là, bien sûr, pas malsaine, pour essayer d'aller comprendre, OK, par exemple, toi, parce qu'on est tous d'une autre culture, fondamentalement, mais sinon, s'il y a quelque chose qui m'apparaît étranger ou que je comprends pas, je peux aller vérifier avec la personne, en toute bienveillance, là, parce qu'on veut pas que la personne nous éduque non plus. Mais il y a ça, puis je vous dirais déjà faire un cheminement avant, d'aller lire, d'aller... Ça répondra jamais à ce que l'expérience spécifique de la personne, mais au moins, on a une certaine idée ou tout ça. Là. C'est important d'aller s'informer. On peut pas tout savoir, ça c'est sûr. Mais tu sais, une personne qui serait intéressée à travailler en diversité culturelle, en contexte de... Allez vous former avant. Quel est votre intérêt? Est-ce que c'est une fascination ou c'est un réel intérêt d'aider? Donc, il y a ça, mais effectivement, il y a plein de sortes d'expériences et tout ça. Puis, je vous dirais que c'est ça. Lecture combinée, intervision avec d'autres collègues, puis auprès de la personne, sans qu'elle devienne notre professeur. Non, c'est sûr. Puis sinon, selon vous, c'est quoi les plus grands défis auxquels des sexologues peuvent faire face? Clinicien, c'est sûr, je peux plus te parler de clinicien. Oui. Sexologue, psychothérapeute. Le plus grand défi, c'est en victimo notamment, tu sais, c'est des... Je trouve que ça nous met en contact avec la misère là, humaine, la souffrance, tu sais, jusqu'où on peut aller comme humain dans la cruauté. Tu sais, par exemple, c'est ça. Moi, j'ai plus l'expérience des victimes, donc entendre ces récits-là et d'être confrontée à « Ah boy, tu sais, cette personne-là à qui je suis attachée, tu sais, cette cliente-là que j'aime donc, tu sais, elle a vécu cette expérience-là. Fait que ça, c'est un grand défi d'arriver à avoir une distance saine, parce qu'on veut pas être ben oui, c'est ça. Mais arriver à trouver une distance saine, ça, moi, je trouve que c'est le plus grand défi. Puis il y a plusieurs outils là, qui nous aident à trouver. Il y a les collègues, être capable d'en parler, de lire, de prendre des pauses et tout ça. Mais ça, c'est le grand défi. Aussi, un autre défi, mais que je trouve positif, là, c'est de toujours être un peu à l'affût de ce qui se passe. D'un peu de... Des fois, j'en vois des gens, peut-être qui sont là, ben là, c'est quoi ça? Ah oui, t'es à l'UQAM, mais là, il y a plein de genres. C'est ça, c'est d'avoir une attitude plus d'ouverture, puis encore là, de curiosité, de « Ah oui, toi, c'est comme ça que tu le nommes, OK, ben parle-moi de ça et tout. » Fait que ça, c'est un défi, mais je vous dirais que moi, je trouve ça super intéressant comme défi, là. Mais c'est quelque chose... Puis pas juste les sexologues, là, je pense. Tu sais, tous les professionnels là, qui travaillent en santé mentale doivent avoir cette curiosité-là. Autre défi, je pense que notamment avec les sexologues qui sont membres de l'ordre, qui ont un bac, un des grands défis, c'est de bien connaître la frontière entre la psychothérapie et la relation d'aide de soutien. Et ça, c'est pas clair pour tout le monde. Et même pour moi, des fois, c'est pas clair. Tu sais, c'est quelque chose d'assez gris, des fois. Ça, c'est un grand défi. Là. Puis je le vois, moi, j'en ai en supervision qui font de la relation d'aide de soutien, qui ont un bureau privé, qui ont un bac et qui ont un très grand souci de ne pas... passer, quand je réfère et tout ça. Ça, c'est vraiment... Puis, tu sais, c'est les sexologues qui portent ça. C'est pas à la cliente de dire « Ah, excuse, je te parlerai pas de ça. Ça, c'est de la psychothérapie. » Fait que ça, c'est un grand défi. Ah, c'est vrai. Oui, j'avais pas réfléchi, mais effectivement... Ça embêtant, les limites. Oui, puis pour les sexologues psychothérapeutes, il y a aussi, parce qu'on a des frontières aussi, tu sais, par exemple... une cliente de qui je suis très attachée ou, mettons, très attachée. Ça a bien cliqué, disons, pendant l'éval et tout. Puis là, je me rends compte en faisant l'éval qu'on est plus devant un portrait qui s'apparente, mettons, à une dépression ou un trouble anxieux, que là, peut-être pas tout de suite moi, là, qui serait au premier plan. Ça serait peut-être plus en psychologie qu'il faudrait la référer. Bien, c'est... être capable aussi de faire ça à puis là, il n'y a pas de ressources, qu'est-ce que je fais? De connaître un peu
ma posture, puis d'arriver à communiquer à la personne aussi. Regardez, là, j'ai l'impression que ça vous prendrait des soins par rapport aux symptômes que vous me demandez. Je vous référerais, mais il n'y a pas de ressources en ce moment. Voici ce qu'on peut faire ensemble. OK. Tu sais, d'être capable de bien communiquer nos limites aussi là, en tant que professionnel. Puis c'est pas toujours évident. Justement, quand on a une clientèle, tu sais, il n'y en a pas de ressources en ce moment. Tu sais, fait que... Oui, puis en lien avec ces défis-là, est-ce qu'il y a des qualités que vous pensez ou des compétences qui sont vraiment nécessaires à avoir? Bonne question. Ça, je me suis vraiment demandé. Puis c'est pourtant des sujets qu'on va parler avec les étudiants. Mais je pense la sensibilité à l'autre. Ouais. Tu sais, je pense que ça... tu sais, puis j'ai l'impression que quand les gens choisissent ce type de profession-là, se sont souvent fait dire « Ah, t'es bonne pour m'écouter » ou tu sens... Tu sais, la personne est sensible à l'autre. Une personne qui se connaît, mais ça, je pense que ça vient avec le développement parce qu'aussi, même dans la formation, des fois, on peut être confronté à des choses qui font qu'on se connaît mieux, qu'on se connaît plus et tout ça. Donc, bien connaître ses limites, parce que c'est pas vrai qu'on peut aider tout le monde, c'est pas vrai qu'on peut qu'on peut être intéressé à tout type de clientèle. Une personne aussi qui est capable de bien mettre les frontières. Tantôt, je parlais de distance saine, puis qui va être capable de contenir un peu ce qui se passe, de pas vouloir, tu sais, un exemple, une personne qui pleure, des fois, le réflexe qu'on peut avoir, c'est « Non, mais regarde, ici, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, ou ça, essaye ça, moi, ça a marché. » Tu sais, de juste tolérer un peu l'impuissance, tolérer la souffrance, mais ça, tu sais, je vous le dis, puis ça prend une vie, là, capable de tolérer la souffrance de l'autre, puis l'impuissance et tout ça, mais puis tu parlais de défis tantôt, tolérer l'impuissance, c'est un gros défi en sexologie. Fait que, une personne qui aime ça aussi étudier. J'imagine, s'informer, puis... Ouverte aussi, d'esprit, vraiment. Définitivement. Parfait. Puis je me demandais aussi, parce que plus tôt, quand on a parlé des différents défis, bon, vous avez dit que c'était un beau défi, mais tu sais, justement, avec les différentes avancées sociales, puis vous avez dit que vous avez des collègues qui disent à l'UQAM, il y a différents genres et tout. Donc, un peu plus tôt, vous avez parlé de formation continue, mais sinon, est-ce qu'il y a des stratégies, justement, pour rester à l'affût là, des différentes, justement, avancées, des changements sociaux, puis rester à jour? Enseigner. Moi, c'est là que, tu sais, vraiment, j'ai un bassin, puis, tu sais, les étudiants m'apprennent aussi beaucoup de choses. Ça, moi, je trouve, être en contact avec des personnes plus jeunes que soi, qui voient la vie peut-être d'un autre angle, ça aide. On n'a pas tout le temps accès à des jeunes, là, pareil, je comprends bien, mais formation continue, discussion avec les collègues, là, quand je parlais d'intervision, puis des fois, le danger d'intervision, c'est d'être, mettons, juste avec du monde en victime, juste avec du monde en psychodynamique, mais de diversifier des groupes de supervision, tu sais, peut-être adhérer à des groupes d'intervision ou supervision avec des gens qui sont peut-être à une approche peut-être plus éclectique ou... Fait que ça, c'est une façon aussi, aller confronter nos idées. Ça peut être... ça peut nous aider. Puis écouter des podcasts, ça, c'est bon. Mais c'est vrai, sur des sujets, tu sais, les choses qu'on comprend moins, peut-être aller... se renseigner. Oui, puis se renseigner avec un médium qui nous parle. Là. Il y en a que lire, ils n'aiment pas ça. Ben, écouter une émission. Puis en fait, moi, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants, par exemple, qui sont peut-être en psychologie ou qui sont encore au cégep, puis que la sexologie est un domaine qui les intéresse, mais qui savent pas, qui sont pas en fait certains. Est-ce qu'il y a des expériences concrètes ou des opportunités spécifiques que vous conseillez de faire ou de suivre? Bien, moi, j'aurais tendance, tu sais, de ne pas avoir peur de contacter des sexologues. Okay. C'est sûr qu'il y en a qui sont probablement occupés, mais il y en a qui, ça va leur faire plaisir de répondre aux questions et tout ça. Fait que ça, tu sais, pour aller déjà là... D'entrer en contact. Oui, entrer en contact avec des personnes. Tu sais, il y a l'ordre, il y a tous les noms des personnes. Faites des recherches, par exemple, sur Google, des profils. De plus en plus, là, dans les médias, il y a des personnes qui s'identifient comme sexologues. Sur TikTok, bon, il y en a qui sont professionnels en sexologie, mais quand même, c'est une certaine représentation de la sexologie qui peut être intéressante aussi. L'ordre
je veux dire, il y en a qui choisissent de ne pas être dans l'ordre. Émission, podcasts, il y en a beaucoup des sexologues là, de plus en plus qui vont dans des podcasts et tout ça. Fait que ça serait ça. Puis là, il y a 2 programmes. Fait que c'est facile. Il y en a à Laval. Puis fait que aussi, appeler au service aux étudiants, ils peuvent vous donner des renseignements par rapport à ça. Ou au département même. Je pense même que sur le site du département, il y a des profils de sexologues qui sont là. Super. Puis en fait, là, c'est sûr que je parle avec mon expérience en psychologie, mais nous, je sais qu'on a, par exemple, des lignes d'écoute où on peut devenir bénévole. Savez-vous s'il y a des opportunités aussi comme ça en sexologie, par exemple des lignes d'écoute où les gens peuvent un peu s'initier à la pratique? Qui permettrait de voir s'ils sont vraiment faits pour ça au bout de la ligne. Un peu plus clinique. Oui, ben c'est des... Ben ça clinique comme de l'aide, là, du soutien. Ben c'est sûr, grossesse secours. Il y a beaucoup de sexologues qui sont là. La ligne, ça suffit. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, oui, moi, ça me dit quelque chose. C'est pour des personnes, en fait, qui vivent avec des fantasmes dérangeants, là, soit de toucher des fantasmes d'attouchement ou de fantasmes d'aller voir de la pornographie juvénile, des choses comme ça. Fait que ça, c'est une super ligne qui existe. Je trouve ça vraiment intéressant que ça existe. Fait que ça, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là. Il y avait une ligne herpès avant, mais là, je ne sais pas, par exemple, s'il y en a d'autres, là, mais ça donne des idées. Dans le fond, il y a des opportunités qui existent. Oui, vraiment. Parce que ça aussi, c'est une bonne façon d'aller voir, faire du bénévolat au niveau peut-être d'un sujet peut-être plus sexologique. Ça peut nous donner des réponses. Parce que moi, j'avais tout le temps, là, j'étais fascinée pendant mon bac sur les tueurs en série, tout ça, jusqu'au jour où j'ai été engagée dans une maison de transition. Des gens qui avaient fait du maximum, puis j'ai eu très, très peur. C'est rien passé, là. Il n'y a personne qui m'a fait du mal, mais là, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça la vraie vie. » Non, c'était bien le fun sur papier, mais fait que c'est parce que j'ai été confrontée à une expérience de travail qui a fait comme « Non. » Il faut tester ses intérêts pour voir... c'est ça. OK, génial. Puis sinon, on se demandait, est-ce que vous pensez, du moins à votre avis, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait absolument savoir pour, mettons, quelqu'un qui serait intéressé à aller dans le domaine de la sexologie avant de continuer dans cette voie-là? Est-ce qu'il y aurait des informations là, absolument savoir avant de se lancer? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, par exemple, je sais pas, des choses peut-être auxquelles on s'attend pas, par exemple, des préconçus qu'on peut avoir, puis on dit « Ah oui, moi, je veux aller dans ce domaine-là », mais finalement, c'est pas ça du tout. Donc, ça se peut quelqu'un qui vous vienne en tête nécessairement, mais... Je le sais pas. C'est sûr que la personne qui s'en va dans ce domaine-là doit s'attendre à entendre peut-être des choses difficiles, doit s'attendre à être confrontée à plusieurs points de vue, à beaucoup de diversité. C'est ça, il faut que ça soit une personne quand même assez souple dans la pensée, disons, là, tu sais. Oui, parce que c'est pas un domaine rigide du tout, là, vraiment pas. OK. Fait que faire preuve de flexibilité, d'ouverture, de curiosité, ça serait... exactement, okay. exactement. Puis, en fait, on aime ça demander à nos invités à chaque podcast, en fait, s'il y a des lectures ou des ressources qui vous ont permis dans le fond, qui vous ont touché ou que vous aimeriez conseiller aux gens qui sont intéressés. Donc, je ne sais pas s'il y a un livre en particulier que vous avez lu puis vous avez fait comme « Wow, ça me passionne ». Ben ça dépend à quelle période de ma vie, là, mais vraiment, celui que je conseille beaucoup aux étudiants qui moi, m'a fait du bien aussi, là, ça s'appelle « La relation d'aide et la pleine conscience ». OK. C'est un livre de formation aussi. Là, ça met un parallèle entre toutes les habiletés qu'on doit développer comme professionnel en relation d'aide de soutien ou en relation d'aide en psychothérapie et fait un lien avec la pleine conscience. Donc, être présent à soi, présent à l'autre et tout ça. Fait que c'est des beaux parallèles qui vont nous aider autant personnellement que professionnellement dans la pratique de ce métier-là. Je vous dirais que c'est ça. Ce livre-là a vraiment mis une autre twist là, à mon enseignement, à ma façon de voir les choses. Et puis, il est sorti en 2018. Là, fait que, quand même. Fait que ça, oui. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Au niveau de la sexologie, là, plus pointu... sinon, ça peut être podcast ou sinon une association que vous avez trouvée intéressante que les gens pourraient aller lire un petit peu. Peut vraiment être large. Bien, podcast,
c'est sûr, tu sais, un podcast que je trouve intéressant, c'est Sexe oral, dans le sens démocratisation de la sexualité. Tu sais, il y a certaines choses là-dedans que j'endosse pas, là, qui est dit, mais je trouve que ça montre une accessibilité, les phallopes aussi, qui vont traiter. Puis c'est d'ailleurs une personne qui a une formation en sexologie, elle est humoriste, mais... fait que c'est ça, tu sais, j'aime beaucoup ces podcasts-là parce qu'ils démystifient un peu la sexologie, la sexualité. Ils enlèvent le tabou, on dirait. Oui, puis tu sais, c'est assez décontracté, sans jugement et tout. Fait que je trouve ça intéressant. Ouais. Génial. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Dans le fond, on serait rendu au petit segment jeu du podcast. On aime terminer avec un petit jeu de type un peu ceci ou cela. Donc, dans le fond, on va vous donner 2 énoncés. C'est tout simplement répondre de manière spontanée laquelle vous représente le plus. D'accord. Donc, je sais pas c'est pour sortir un petit peu du cadre académique. Donc, c'est tout simple. Par exemple, de nature plutôt introvertie ou extravertie? Introvertie. Introvertie. Ouais. Sucré ou salé? Ça dépend pourquoi. Salé. Salé. Si c'est pour manger, salé. Okay. Salé. Travailler dans le secteur public ou privé? Les deux. Les deux? Oui, les deux, parce que je suis allée en institution puis je fais du privé aussi. Puis avez-vous une préférence? Ben moi, j'aime beaucoup l'enseignement académique. OK. Ouais, j'aime beaucoup l'université. Pas le public nécessairement, mais l'université. Ouais. Super. Parfait. Film d'action ou comédie romantique? Action. J'allais dire ni l'un ni l'autre. Action, disons, ouais. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt. Lève-tôt. Ouais. Camping ou hôtel? Hôtel, ouais. Travailler seul ou en équipe? En équipe. En équipe. Thérapie de couple ou thérapie individuelle? Dans la vie, pour moi? Dans le cadre de votre pratique, est-ce que vous avez une préférence ou... Ah, ben moi, je fais pas de thérapie de couple. OK, donc... OK, bon, ben ça, c'est une préférence. Et puis finalement, une petite dernière tout simple. Préférez-vous la mer ou les montagnes, par exemple, dans le cadre de la mer? Ben, super, c'est ce qui met fin à notre podcast, en fait. Puis on voulait vous dire un gros merci. Ça a été super intéressant. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, je pense que ça va donner une super bonne idée aux gens qui sont intéressés par la sexologie. Là, vraiment, c'était très complet. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait plaisir.